leçon précédente, nous avions vu un modèle d'analyse de la variance à un facteur. Ici, nous allons plutôt parler de modèle d'analyse de la variance à deux facteurs. Et je crois qu'une fois qu'on aurait compris ça, on comprend comment on peut généraliser un modèle d'analyse de la variance à plus de deux facteurs. Donc, nous n'allons pas le faire ici, mais je crois que ce que nous allons présenter ici va nous permettre de voir la possibilité de généraliser ce modèle à plus de deux facteurs. Alors, définition du modèle. Donc, on va introduire ce qu'on pourrait appeler modèle d'analyse de la variance à deux facteurs. Puis, nous allons tester les hypothèses d'intérêt pour lesquelles nous avions introduit ce modèle d'analyse de la variance. Donc, deuxième paragraphe, test d'hypothèse. Alors, définition du modèle. Un exemple, dans une unité de fabrication d'acide nitrique. Donc, on suppose que nous avons une usine qui fabrique un acide dit nitrique. On veut étudier l'effet de la température et de certains catalyseurs sur le rendement. Dans cette expérience qui consiste à fabriquer de l'acide nitrique, en général, il y a un certain nombre de produits qui sont mélangés, généralement de l'ammoniac et de l'oxygène, et le tout est chauffé dans un four avec un catalyseur. En général, c'est une toile de platine. Ici, notre objectif, c'est de voir comment on peut faire varier la température et faire varier le catalyseur et étudier un éventuel effet sur le rendement de ces deux facteurs. Donc, parler de facteurs, c'est déjà chose faite. Alors, trois valeurs de la température et deux types de catalyseurs sont d'intérêt. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est trois valeurs de température dans un domaine d'intérêt dans lequel nous estimons que ça pourrait améliorer la production, et deux types de catalyseurs sont aussi d'intérêt et nous estimons que l'un des deux peut améliorer la production. Enfin, du moins, on espère. On est donc concerné par deux facteurs. La température, premier facteur, à trois niveaux, qu'on va noter T1, T2, T3, donc ce sont les trois valeurs de température choisies, et le catalyseur à deux niveaux, C1, C2. Une remarque s'impose à ce niveau-là. Si, dans le modèle de régression linéaire, qu'il soit simple, multiple ou polynomial, nous avions insisté sur le fait que les variables explicatives étaient numériques. Si, dans l'exemple d'analyse de la variance à un facteur, nous avions utilisé par hasard le rendement des opérateurs, qui étaient aussi numériques, ceci, dans un modèle d'analyse de la variance, n'est pas nécessaire. Comme on le voit ici, le catalyseur, niveau C1 et C2, ces deux niveaux ne sont pas des valeurs numériques. Ce sont plutôt une variable aléatoire, catégorique, puisqu'il y a C1 et C2 qui ne sont pas des nombres, mais type de catalyseur, deuxième type de catalyseur. Donc, dans cette expérience, nous avons la température qui est numérique, mais le catalyseur, il est catégorique, il n'est pas numérique. Et alors, pour des modèles de la variance, une variable catégorique n'est pas à exclure. Un des objets visés est de déterminer éventuellement la combinaison TI-CJ qui donne le meilleur rendement. Donc, là, nous avons trois différentes températures, deux différents catalyseurs. Nous pensons les combiner pour les différentes possibilités et espérer trouver une combinaison qui nous donne le meilleur rendement en termes d'acide nitrique, comme on l'a déjà annoncé au début de cette leçon. Alors, on décide d'utiliser chaque combinaison 4 fois. Et on note Y, I, J, K, le rendement obtenu avec la combinaison TI, CJ, donc I, il y a I ici, CJ, il y a J là, à l'issue de la Kème répétition. Donc, puisque là, nous avions dit qu'on va
faire chaque combinaison 4 fois. Donc, quatrième fois, c'est la première, deuxième, troisième, quatrième fois. Donc, chaque combinaison sera utilisée 4 fois dans l'expérience. Combinaison, bien évidemment, le choix d'une température et le choix d'un catalyseur. Une parmi 3 et un parmi 2. La variable aléatoire associée, YIJK, ou plutôt les variables pour les différents indices IJK, sont supposées indépendantes. C'est le truc classique. Avec l'espérance de YIJK est égale à mu IJ, indépendant de K. Et variance de YIJK est égale à sigma carré, commune pour toutes les observations. Donc, le sigma carré, lui, il est le même pour les différentes observations. Alors que l'espérance mathématique, elle dépend de I et de J, mais pas de K, et ce n'est pas du tout une contrainte, puisque de toute façon, le K, c'est le nombre de répétitions. Et pour IJ fixe et pour différentes valeurs de K, nous avons ce que nous avions déjà appelé des réplications. Et alors, pour des réplications, le fait qu'ils aient la même espérance mathématique, ça n'a rien de contraignant. Alors, encore, pratiquement les mêmes notations que dans la leçon précédente. On note Y, point, 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 la moyenne des 24 observations, donc la moyenne sur tous les indices, IJK. YI, point, point, c'est la moyenne sur les 2 derniers indices. La moyenne des 8 observations ayant l'indice I en commun. Donc, c'est la moyenne de toutes les observations faites avec la ième température, TI. Et YIJ point, la moyenne des 3 réplications avec la combinaison TI-CJ. Donc, ceci c'est une moyenne sur K, et K décrit le nombre de répétitions de l'expérience dans les mêmes conditions, donc les réplications. Pour alléger les chiffres en termes de grandeur ou de magnitude, nous allons tout simplement soustraire de toutes les observations 60. Et nous allons appeler le résultat ZIJK. Donc ZIJK, ça va être tout simplement YIJK moins 60, même nombre soustrait de toutes les observations. Et alors, le résultat est le suivant. Nous avons donc le tableau. Si on jette un coup d'œil sur les chiffres de ce tableau, la première des choses qui ressort, c'est la dernière colonne dans laquelle on a Z.1 point qui est 97 sur 12 et Z.2 point qui est 87 sur 12. Alors, Z.1 point, c'est avec 1 ici, c'est la moyenne de toutes les observations faites avec le catalyseur C1, toutes températures confondues. Le Z.2 point, c'est la moyenne de toutes les observations faites avec le catalyseur C2, toutes températures confondues. Le fait que cette moyenne est beaucoup plus élevée que celle-ci suggère que finalement, et de manière globale, c'est le catalyseur C1 qui donne un meilleur rendement par rapport au catalyseur C2. Ça, c'est une comparaison globale. Maintenant, si on va un peu plus dans les détails et on compare ce qui se passe pour le catalyseur C1 et C2 pour la même température, c'est-à-dire 30 sur 4 comparé à 27 sur 4, 29 sur 4 comparé à 26 sur 4, et ainsi de suite, nous voyons que cette même tendance se confirme. Le catalyseur C1 donne le meilleur rendement température par température. Il le fait de manière globale, mais il le fait aussi température par température. Maintenant, si pour chaque catalyseur, on regarde ce qui se passe pour les différentes températures, on voit que la valeur la plus élevée, que ce soit ici ou là, correspond à la température 3. Donc, pour le C1, c'est la température 3 qui donne le meilleur rendement. Pour le C2, c'est toujours 3 qui donne le meilleur rendement, puisque c'est ça le chiffre le plus élevé parmi les valeurs qui sont ici. Finalement, on voit bien que le catalyseur 1 domine de manière globale et de manière, si vous voulez, température par température. On voit aussi que, peu importe le catalyseur, c'est la température T3 qui donne le meilleur rendement. C'est déjà une première lecture de ce tableau. Ceci, bien évidemment, avec quelques précautions, parce que nous avions dit que les chiffres
ils peuvent différer de manière significative. Ça veut dire que la différence ou la dominance peut se répéter d'une expérience à l'autre, mais il faut faire attention. Une deuxième expérience peut inverser ces tendances. Donc, pour le moment, nous nous référons à ces données venant de cette expérience. Et alors, le catalyseur C1 est dominant, la température T3 est dominante parmi les températures. Si nous cherchons la combinaison qui domine, il est aussi la combinaison C1 T3, puisque c'est la valeur la plus élevée comme moyenne dans ce tableau. Donc finalement, d'après ces données, s'il y a une combinaison à retenir pour obtenir un meilleur rendement, c'est bien la température 3 avec le catalyseur 1. Ceci est provisoire, puisque nous avions dit qu'il faut faire une analyse beaucoup plus approfondie pour finalement confirmer cette conclusion. Donc, ce qui est écrit ici, c'est tout simplement pour dire que la différence entre ce nombre et celui-là, qui est 3 sur 4, celui-ci et celui-là qui est aussi 3 sur 4, 38 sur 4 moins 34 sur 4, c'est 4 sur 4, mais c'est le seul qui diffère, mais pas énormément, ce qui fait que ces différences sont plus ou moins 3 sur 4 pour les différentes températures. Le catalyseur C1 semble donner le meilleur rendement. Globalement, c'est ce que j'avais dit au début, parce que ce nombre est plus élevé que celui-là, et aussi pour chaque température. Donc, le catalyseur C1 qui domine à la fois globalement, toute température confondue, et température par température. Pour chacun des catalyseurs, c'est la température T3 qui semble donner le meilleur rendement. Ça, c'est quelque chose que nous avions déjà relevé dans le tableau. Ceci est aussi consistant avec le fait que la combinaison donnant le meilleur rendement est T3C1. Non seulement ce T3C1, on l'a obtenu parce que le catalyseur C1 domine C2, et la température T3 domine les autres températures pour les deux catalyseurs, mais en plus, c'est la combinaison à laquelle on avait la moyenne la plus élevée. Donc, parmi les Y, I, J points, c'est le Y3, 1 point qui était le plus élevé, donc c'était 38 sur 4. Et alors, cette combinaison, c'est la combinaison dominante parmi toutes les combinaisons. Ce qui est important ici, ce n'est pas uniquement de constater que T3, C1 est la combinaison la plus dominante, mais retenir que le C1 domine C2 globalement et température par température, et T3 aussi domine les températures catalyseur par catalyseur. Puisque pour tout I, ZI point, ZI1 point moins ZI2 point sont à peu près les mêmes, c'est ce que nous avions vu, c'est à peu près 3/4, on peut adopter le modèle additif suivant, basé sur cette constatation. Cette différence, elle est la même, peu importe la valeur de I, grosso modo. Voilà donc le modèle que nous allons adopter, Y, IJK, il est égal à mu point point, plus eta I, plus bêta J, plus epsilon IJK. Avant d'aller voir que doivent vérifier ces paramètres, je tiens à signaler que, à part ce terme-là, nous avons déjà vu ce modèle dans la leçon précédente. Donc, ce qui est nouveau ici, c'est ce terme additionnel, bêta indice J. Nous allons aussi supposer que la somme des états I est égale à 0, comme on l'avait fait dans le modèle précédent, mais il faut aussi supposer que la somme de bêta J est égale à 0. Par construction même de bêta J, on peut le vérifier, et que l'espérance de cette variable aléatoire epsilon IJK pour différentes valeurs de IJK est égale à 0. Alors, si dans le modèle un facteur de eta I représentait l'effet de ce facteur, ici, le bêta J, le terme additionnel qui vient d'apparaître dans ce modèle, représente l'effet du facteur catalyseur à son Jème niveau. Donc, pour réadapter le modèle à la nouvelle situation, puisque avant on parlait de opérateur et rendement, ici nous avons température et catalyseur. Eta I, c'est l'effet du facteur température à son ième niveau.
Et bêta J, c'est l'effet du catalyseur à 100 JM niveau. Et le modèle, il est additionnel puisque nous avions tout simplement utilisé l'ancien modèle auquel on a rajouté un terme avec un plus. C'est pour ça qu'on parle d'un modèle additif. On parle d'un modèle additif d'analyse de la variance à 2 facteurs. Nous avons donc un modèle additif d'analyse de la variance à 2 facteurs. Le premier facteur est la température à 3 niveaux. Et le deuxième est le catalyseur à 2 niveaux. Le nombre de réplications est 4. Je crois que maintenant on a compris ce que c'est que réplication. Ça veut dire le nombre d'expériences répétées avec la même combinaison, donc dans les mêmes conditions. Et c'est ce qu'on a appelé réplication. De ce modèle, on peut maintenant calculer YIJ point, qui est égal à ça. La seule différence, c'est ici un point. Ces termes-là restent les mêmes que dans le modèle YIJK. On peut calculer cette différence qui est égale à bêta 1 moins bêta 2, et moins cette différence qui est fonction de epsilon. Et si on passe à l'espérance mathématique de cette différence, ceci partira parce que l'espérance de ça c'est 0, et on trouvera bêta 1 moins bêta 2. Donc, pour nous rendre compte de l'effet du deuxième facteur catalyseur, c'est ces deux valeurs qu'il faut comparer entre elles, puisque l'espérance de ces deux valeurs, de la différence de ces deux valeurs, est indépendante de eta i et de mu point point. Elle dépend uniquement des paramètres qui reflètent l'effet du facteur catalyseur. Maintenant, si on passe à une moyenne supérieure y point j point, nous avons ceci. Et dans ce modèle où il n'y a que le j, donc la moyenne est faite sur les différentes températures et sur les différentes réplications, nous avons un terme aléatoire ici, mais dans la partie constante, ceci, c'est une constante qui ne dépend ni de i ni de j. La seule constante qui dépend de j, c'est l'effet de j1 facteur. Alors, cette relation et celle-là, ces deux dernières relations, réconfortent le choix de ce modèle. Donc, on a bien fait de choisir un modèle additif dans ce sens, puisque l'effet du nouveau facteur qu'on vient d'introduire, le deuxième, bêta j, on pouvait tout simplement l'additionner parce que nous avions vu que l'espérance mathématique de cette différence, était déjà presque une constante. Donc la différence est une constante. Alors, considérons les données suivantes. Changeons un petit peu ce que nous avons déjà auparavant. Alors, voilà ce qu'on obtient. 87 sur 12, c'est la moyenne globale avec le catalyseur C1, toute température confondue. Donc la moyenne de toutes ces observations. 83 sur 12, c'est la moyenne de toutes ces observations. Encore une fois, vu 87 ici, 83 ici, on peut dire, avec précaution, que avec le catalyseur C1, on a un meilleur rendement qu'avec le catalyseur C2, globalement. Maintenant, si nous voulons faire cette comparaison température par température, est-ce qu'on peut continuer à dire ce que nous avions dit dans le tableau précédent? Alors, 30 sur 4, 19 sur 4. C'est bon. La température T1 domine la température T1 ici quand on change de catalyseur. Donc, c'est le fait que ceci est plus grand, c'est parce que C1 change. Ceci est plus grand que ça, C1 change. On passe de C1 à C2. Ceci est plus grand que ça parce qu'on change. Mais, est-ce que ces différences, par exemple ici et là, est-ce qu'ils sont assez nets pour dire que non seulement le catalyseur C1 domine le catalyseur C2 globalement, mais il domine la température par température. Je tiens tout de même à attirer votre attention sur cette colonne et constater que finalement, contrairement à la situation qui est ici, on passe en croissant de 19 à 26 à 37, on croît assez rapidement, de 19 à 37. Ici, on passe de 30 à 29 à 38. Donc les choses ne changent pas énormément comme ça se passe ici. Donc c'est une remarque assez importante à faire et il va nous être utile pour la suite. Alors, conclusion avant de quitter ce tableau. Le catalyseur C1 domine C2 globalement. Le catalyseur C1 semble dominer le catalyseur C2 température par température.
Si on fait la comparaison, première moyenne avec première, deuxième avec deuxième et troisième avec troisième. Mais les températures qui étaient... on a vu dans le tableau précédent que la température T3 était dominante pour les différentes températures, que ce soit pour C1 ou pour C2. Elle continue à l'être, mais pas de manière aussi nette telle que c'était dans le tableau précédent. Alors, le catalyseur C1 donne globalement le meilleur rendement, mais pas pour chaque température. Il donne le meilleur rendement globalement. Avec C1, le rendement des trois températures sont comparables, mais pas avec C2. Nous avions vu que dans le deuxième, les trois dernières températures, il y avait une évolution assez nette. Mais avec C1, l'évolution n'était pas aussi nette. Alors, la meilleure combinaison, on peut la relever à partir du tableau précédent, est T3C2. Et c'est ça la surprise. Si le catalyseur C1 était dominant globalement, la meilleure combinaison n'est pas obtenue avec C1, il est plutôt obtenu avec C2. Il est obtenu avec T3, mais avec C2, non pas C1. Donc, rappelez-vous, dans le tableau précédent, le meilleur catalyseur était C1, la meilleure température était T3, la meilleure combinaison était T3C1. Ici, bien que le meilleur catalyseur c'est C1, la meilleure combinaison ne contient pas C1. C'est avec C2 qu'on obtient la meilleure combinaison. C'est la troisième température et le deuxième catalyseur qui donnent le meilleur rendement. Et ça, c'est une différence importante par rapport à ce que nous avions vu dans le tableau précédent. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On dira qu'il y a une interaction entre les deux facteurs, température et catalyseur. Le fait que c'était le catalyseur C1 qui dominait globalement, mais on n'a pas trouvé dans ce facteur C1 dans la combinaison dominante. On a trouvé plutôt C2. On va dire que les deux facteurs, température et catalyseur, ont une interaction. Le modèle additif n'est plus valable. On ne va pas utiliser le modèle additif que nous avions utilisé auparavant. On ajoute une composante représentant l'effet de cette interaction. Alors, c'est un tournant capital dans cette leçon. Le facteur catalyseur était dominant, mais on ne l'a pas trouvé dans la combinaison dominante. Et alors, nous avions qualifié ce phénomène de présence, d'interaction entre les deux facteurs. Et ceci va nous faire modifier le modèle et non pas utiliser le modèle additif. Le modèle est le même que celui de tout à l'heure avec un terme de plus. Donc, YIJK est égal à mu point point plus eta I plus bêta J comme dans le modèle précédent, plus epsilon IJK comme dans le modèle précédent, mais il y a un terme supplémentaire, lambda IJ, qui tient compte de cet effet d'interaction que nous venons d'observer. Avec des propriétés pour ces paramètres, la somme des eta I sur I est égale à 0, on l'a déjà vu, la somme des bêta J sur J est égale à 0, mais le plus, c'est que maintenant qu'on a introduit ce paramètre indexé par IJ, la somme sur I est égale à 0 et la somme sur J est égale à 0. Toujours, l'espérance de epsilon IJK est égale à 0. Les termes constants de ce modèle proviennent de la décomposition suivante. On peut vérifier que, comme on l'a fait pour eta I déjà, que mu IJ, c'est mu point point qu'on retrouve ici, c'est mu I point moins mu point point qui est eta I, et ainsi de suite. Donc ceci, c'est le lambda IJ. Les estimateurs de ces termes par la méthode des moines carrés sont respectivement les statistiques qui correspondent à la décomposition que nous venons de voir. Donc y point point, y point point moins y point point, et ainsi de suite. Qui sont tous des estimateurs sans biais pour les paramètres correspondants. Celui-là, il est sans biais pour mu point point, et celui-là, il est sans biais pour eta I, pour bêta J et pour lambda IJ. Pour chaque couple IJ, SIJ carré, c'est la somme sur K de IJK moins IJ point au carré divisé par 4 moins 1. Pourquoi 4 moins 1? Parce que K
varie de 1 à 4. Alors, cette somme-là, elle est prise sur une même combinaison IJ, de température et de catalyseur. Mais l'indice sur lequel nous calculons la somme, c'est la réplication. Donc finalement, c'est une somme qui compare les réplications entre elles ou à leur propre moyenne. Et de nouveau, un estimateur sans biais de sigma carré. Peu importe les hypothèses à tester, peu importe la validité de ces hypothèses. V carré, qui est la somme de ces sigma ij carré sur les différentes valeurs de EIJ, divisé par 3 sur 2 puisqu'il y en a 6 valeurs, et un meilleur estimateur sans biais de sigma carré. Il est aussi un estimateur sans biais de sigma carré, mais il est meilleur dans le sens où sa variance elle est plus petite que la variance de cet estimateur, donc il est meilleur. Nous avions déjà dit que pour un estimateur sans biais, on l'apprécie plus s'il a une petite variance. Remarque, le calcul de V carré nécessite des réplications, parce que on est en train de comparer les réplications entre elles. Alors, s'il n'y en a qu'une seule, il n'y a pas de réplication, il n'y a rien à comparer, et on ne sera pas en mesure de calculer V carré. Donc, V carré nécessite des réplications. Il faut que l'expérience soit répétée plus d'une fois. YIJK moins YIJ point, il est exprimé comme ça, et donc V carré est indépendant de tout effet, puisque dans la différence de ces deux valeurs, on ne trouve aucun paramètre, aucun effet, ni l'effet température qui est état I, ni l'effet catalyseur qui est bêta J, ni l'effet de l'interaction qui est lambda indice IJ. Et alors, cette différence est indépendante de tout effet. Et son espérance mathématique, elle est égale à 0, puisque c'est l'espérance mathématique de ces deux epsilon dont l'espérance de chacun est égale à 0. Et c'est aussi mu IJ moins mu IJ, puisque l'espérance mathématique de ça, elle est la même que l'espérance mathématique de cette moyenne par rapport à K. Nous arrivons donc aux tests d'hypothèse qui ont en fait l'objectif d'un modèle d'analyse de la variance. Les hypothèses d'intérêt sont H1 est à égal à 0. Ça veut dire pas d'absence d'effet de température. Les températures, peu importe leur valeur, ils ne donnent pas des rendements différents. H2, bêta J égale à 0. Pas de différence entre les catalyseurs. Ça, c'est l'hypothèse qu'on cherche à vérifier. Alors, qui signifie pour la première absence d'effet de la température et pour la deuxième, absence d'effet du catalyseur. Dans le premier modèle additif et dans ce dernier. Parce que dans le premier modèle additif, on avait ça, mais dans ce dernier, nous avons aussi la même chose, sauf qu'il y a un effet supplémentaire que nous avions qualifié d'effet d'interaction. Donc ces deux hypothèses seraient considérées aussi bien dans le modèle précédent que dans ce dernier, puisqu'on retrouve ces deux composantes dans ces deux modèles. Ils sont communes à ces deux modèles. Tester H3 lambda IJ égale à 0, qui n'apparaît que dans le deuxième, qui n'est pas additif, c'est tester l'absence d'effet de l'interaction dans le deuxième modèle. Et alors, si cette hypothèse-là est retenue, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'interaction, ce deuxième modèle devient similaire au précédent, qui était additif, c'est-à-dire où on a supposé en fait que les deux facteurs ne présentaient pas d'interaction entre eux. Alors, pour tester ces hypothèses, on suppose que nos observations sont normales, avec leur propre espérance mathématique et leur propre variance qui est supposée commune à toutes ces observations. On rejette H1 quand la valeur observée d'une statistique qui sera calculée comme étant 2 fois 4, somme des y point moins y point au carré divisé par v carré, supérieur à une constante d1. Alors, le v carré, on va le retrouver partout ici. Et il est là, et nous avions dit qu'il est indépendant de tout effet. Donc lui, il n'est pas sensible au fait qu'il y ait un effet de température, de catalyseur ou d'interaction. Par contre, ici, les y point, ce sont les moyennes de toutes les observations avec la température I. Et donc, on est en train de comparer les moyennes pour les différentes températures. Donc, ceci mesure bien les présences ou absences d'effet de température. On rejette H2 quand cette deuxième quantité est supérieure à D2
Et là, nous voyons que le V carré, on le retrouve ici, mais le numérateur, lui, c'est une comparaison des Y.J par rapport à leur propre moyenne, et le Y.J, c'est la moyenne de toutes les observations faites avec le catalyseur J, qui peut être 1 ou 2. Et donc, elle mesure bien l'effet du catalyseur. H3, l'absence d'effet d'interaction, elle est testée en considérant cette troisième quantité F3 qui est égale à 4 fois somme de la quantité qui est là. Et cette quantité-là, rappelez-vous, était considérée comme étant la valeur qui sert à estimer lambda IJ par la méthode des moindres carrés. Au carré divisé toujours par V carré supérieur à 1 D3. Le V carré, je vous le rappelle, est là, cette forme, puisque nous l'avions déjà vu, et nous avions déjà expliqué que le fait de comparer YIJK par rapport à YJ point, c'est-à-dire pour différentes valeurs de K, ne fait que comparer les réplications entre elles, et donc insensible à la présence ou l'absence d'effet de quelque facteur qu'elle soit, ou même de l'interaction. D1, D2, D3 sont obtenus à partir d'une table de Fisher à 3 moins 1 degré de liberté, 3 fois 2 fois 4 moins 1 degré de liberté pour D1, donc 2 degrés de liberté pour trouver D1, 2 moins 1, 3 fois 2 fois 4 moins 1 degré de liberté pour D2, 3 moins 1 fois 2 moins 1 et 3 fois 2 fois 4 moins 1 degré de liberté pour D3. Alors, pour simplifier, nous avons systématiquement dans la deuxième partie de ce couple 3 fois 2 fois 4 moins 1. Il est là, il est là et il est là. Alors, je les ai mis en jaune ici pour dire quoi? Pour dire que j'ai 3 températures, j'ai 2 catalyseurs et j'ai 4 réplications. Donc, c'est le nombre de réplications duquel j'enlève 1 pour former le deuxième degré de liberté. Nombre de températures fois nombre de catalyseurs fois nombre de réplications moins 1. Ici, nombre de températures moins 1, puisqu'on teste l'effet de température. Nombre de catalyseurs moins 1, puisqu'on teste l'effet de catalyseurs. Et là, le produit de ces 2 degrés de liberté. Nombre de températures moins 1 fois nombre de catalyseurs moins 1. Donc, j'espère qu'on a bien compris comment former ces degrés de liberté. Ici, c'est nombre de température moins 1. Ici, c'est nombre de catalyseurs moins 1. Ici, c'est le produit de ces 2 degrés de liberté. Ici, nombre de température fois nombre de catalyseurs fois nombre de réplications moins 1. Et alors, ça nous donne des 3 à partir d'une table de Fisher, une fois qu'on aura choisi les degrés de liberté appropriés. Alors, si on prend alpha 0, niveau de signification de chaque test est égal à 0,05, on trouvera que D1 égale D3 égale 3,35 et D2 est égal à 4,4. Voilà les valeurs qu'on aurait trouvées dans une table de Fisher en choisissant les degrés de liberté appropriés. Alors, pour le premier tableau, on a V carré est égal à ceci, F est égal à 0,02, inférieur à 3,05, donc on dira qu'il n'y a pas d'interaction. L'interaction est très insignifiante et donc l'adoption du modèle additif était correcte. Donc ce que nous avions fait était correct. Et l'observation que nous avions faite sur le tableau, que les différences entre les températures catalyseur par catalyseur étaient sensiblement 3 sur 12 était bien, et donc adopter un modèle additif sans interaction, c'est bien. Dans le modèle avec un effet éventuel de l'interaction, le deuxième modèle, des réplications sont nécessaires, on a dit, sinon, D carré serait égal à 0. Ceci n'est pas le cas pour le modèle additif. Alors, je répète, nous avions adopté 2 modèles. On a commencé par un modèle additif et on a essayé de justifier pourquoi on pouvait utiliser un modèle additif. Parce que les différences entre le rendement température par température pour les différents catalyseurs étaient sensiblement une constante. Et ceci se reflétait sur le test de l'interaction. Il nous a dit, rassurez-vous, l'interaction n'existe pas. Même si vous avez supposé qu'elle existe et vous l'avez testé, vous serez emmené à l'enlever. Donc c'est bon, le modèle additif est retenu. Maintenant, si nous n'avons aucune raison d'enlever l'effet de l'interaction comme on l'avait fait dans le deuxième modèle, on a donc besoin de tester cet effet-là avant de l'enlever, si on peut l'enlever.
Et alors, pour être en mesure de tester cette interaction, il nous faut des réplications. Ça, je l'ai dit 2 fois. Donc, il n'est pas suffisant de faire des observations uniquement à 1 fois pour chaque combinaison. Il faut faire plus que ça. Si on a des raisons de prendre le modèle additif, c'est-à-dire, de par une connaissance du modèle, on peut dire que les 2 facteurs n'ont pas d'interaction. La réplication n'est pas nécessaire. C'est ce qu'il dit ici. La nécessité de réplication n'est pas le cas pour le modèle additif. Alors, avec une seule observation par combinaison, donc pas de réplication, le modèle devient YIJ est égal. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de cas, parce que de toute façon, le cas qui varierait de 1 à m, ici, il n'y a qu'une seule valeur, donc ce n'est pas la peine de mettre le cas, et nous avons un modèle où il n'y a que 2 indices, YIJ. Alors dans ce cas, nous pouvons refaire les calculs et regarder que que tout ça est indépendant de tout effet, il n'y a pas de eta i, il n'y a pas de bêta j, et que l'espérance de ceci est égale à 0. Alors, rappelez-vous que lorsque nous avions des réplications, il y avait ici un point, et il y avait ici un point, donc il y avait un point de plus dans la 3e position, puisque c'était une moyenne sur K. Et la parenthèse était vue comme l'estimateur par la méthode des moyennes carrées de lambda IJ, de l'effet, du terme effet de réplication. Ici, il n'y a pas de point parce que nous disons que nous avons un modèle additif. Et nous constatons que l'espérance mathématique de ceci, à partir de ce modèle, c'est 0. Donc indépendante de tout effet. Alors, le fait que ceci est indépendant de tout effet, le fait que le dénominateur qu'on utilisait tout à l'heure dans le F1, F2, F3 n'est pas disponible parce qu'il nécessitait d'avoir des réplications. Maintenant, nous pouvons utiliser ce terme-là, ce W carré, à la place du dénominateur de tout à l'heure. Donc, on rejette H1, par exemple, ou H2, si U carré sur W carré est supérieur à D. Alors, U carré, c'est celui que nous avions déjà tout à l'heure dans le numérateur du test, mais ce qui est nouveau, c'est le W carré qui est calculé de la sorte. Donc, nous avions déjà vu que ceci n'est pas sensible à n'importe quel effet, que ce soit de la température ou des catalyseurs. On peut donc le mettre au dénominateur. Et alors, le D est obtenu, toujours dans une table de Fisher, à 3 moins 1 degré de liberté. Dans cet exemple, puisque nous avons 3 températures, pour tester l'effet de température. Et 3 moins 1 fois 2 moins 1 degré de liberté, comme 2e degré de liberté. Et avec ça, nous pouvons obtenir notre constante D. Remarque, pour un modèle d'analyse de la variance à 2 facteurs, l'examen de l'interaction est primordial, que ce soit pour l'interprétation des résultats ou pour l'adoption d'un modèle additif. Alors, je vais m'arrêter un instant sur cette remarque parce qu'elle résume l'essentiel de ce que nous avions fait dans cette leçon. Notre but, au départ, c'était de voir comment la température et les catalyseurs pouvaient influer le rendement du produit que nous avions appelé acide nitrique dans cet exemple. Dans la comparaison des 2 tableaux, nous avions vu qu'il y avait une différence. La différence, on l'avait attribuée à un effet éventuel d'interaction entre les 2 facteurs. Et ça nous a amené à modifier notre modèle de départ qui était additif pour ajouter le lambda IJ qui tenait compte de cette interaction. Donc, l'interaction, ce n'était pas quelque chose auquel on s'intéressait en premier lieu. Elle s'est imposée à nous. Elle est là. Mais bien que ce n'est pas du tout un effet qui nous intéresse, ce qui nous intéresse, c'est l'effet de la température et du catalyseur. Pour interpréter les résultats, ou pour savoir quel modèle choisir, est-ce que c'est le modèle additif ou le modèle avec interaction? C'est d'abord à cette interaction qu'il faut s'intéresser, bien que ce n'est pas du tout notre objectif. Alors, si l'interaction n'existe pas,
on peut adopter un modèle additif. Si l'interaction existe, non seulement on ne peut pas adopter un modèle additif, mais on doit se méfier tel que je l'ai montré dans le deuxième tableau. Le fait que le catalyseur C1 domine le catalyseur C2 ne nous a pas donné la combinaison avec C1 qui domine. La combinaison qui dominait, c'est avec C2. Ce qui fait que, pour récapituler, supposons qu'on a des données, qu'en comparant les catalyseurs, on trouve que c'est C1 qui domine. En comparant les températures, on trouve que c'est T3 qui domine. S'il n'y a pas d'interaction, c'est cette combinaison qui va dominer toute la combinaison. T3, C1. S'il y a une interaction, cette combinaison peut ne pas dominer toutes les combinaisons. On peut trouver une autre combinaison qui domine. Donc, l'interaction a de l'intérêt, non seulement pour le choix du modèle, mais pour aussi interpréter les résultats du modèle. Donc, je crois que l'essentiel est résumé dans cette remarque. Et si on a bien compris ce qui est dit dans cette remarque, je crois qu'on pourra utiliser un modèle de la variance. Non seulement on sait comment le choisir, mais en plus on sait comment interpréter les résultats qui vont venir de calculs, comme je l'ai dit, par logiciel. Nous n'avons pas à faire ces calculs à la main. Donc, je conclus toujours de la même façon, puisque je sais que les gens peuvent se demander si on peut avoir un exercice ou deux. On peut se demander si on veut poser une question à qui la poser. Alors, pour ça, il suffit de vous référer au site web Uninet Uno.